Le 15 décembre 1995, à 17 heures, une porte en fer s'est fermée dans le centre de Vierzon. Personne n'a discours, personne n'a coupé de ruban. Une porte, un verrou, 148 ans d'histoire derrière, remonté à 1866. Dans ce même Berry que les Parisiens traversent sans s'arrêter, un homme sort de son atelier une machine que la France n'a jamais vue. La première batteuse mobile du pays. Elle repart avec le Grand Prix de l'Exposition universelle de Paris. Le monde commence à prononcer un nom, Vierzon. 56 ans plus tard, en 1922, 70% du matériel de battage à vapeur de toute la France sort d'une seule ville. 2000 ouvriers, des machines qui partent vers la Bretagne, la Provence, l'Alsace, un empire bâti sur du seigle, du charbon et de l'entêtement. Comment un atelier de province est-il devenu la capitale mondiale du machinisme agricole? Et comment cet empire s'est-il laissé avaler, sans bruit, sans résistance, par une société américaine qui ne savait même pas prononcer son nom? Voici l'histoire de la française. Voici Vierzon. Il faut imaginer Vierzon en 1847. Pas une capitale, pas une ville industrielle, un bourg de province posé entre le Cher et la Sologne, traversé par un canal que les péniches empruntent paresseusement, raccordé depuis peu à une ligne de chemin de fer qui relie Orléans à Bourges. Une ville de passage, une ville que personne ne choisit. On s'y arrête par hasard, on en repart sans y penser. C'est précisément ce que voit Célestin Gérard quand il descend du train en octobre 1847. Pas un hasard, une opportunité. Il a 38 ans. Il vient du Nord, il connaît les machines, il a vu ce que la vapeur peut faire au champ quand on lui en donne la chance. Et il voit quelque chose que les habitants de Vierzon ne voient pas encore. Une ville à 2 infrastructures rares, un canal pour les matières premières, un chemin de fer pour les expéditions. Le 15 octobre 1847, il ouvre son atelier face à la gare. L'endroit est modeste. Les murs sentent le bois frais, les outils tiennent dans 2 caisses. Il commence par des tarards, des machines à vanner le grain, simples, utiles, vendues aux fermes alentours. Rien d'extraordinaire. Mais Célestin Gérard n'est pas un artisan ordinaire. Il observe, il modifie, il recommence. Chaque machine qui sort de son atelier est un peu meilleure que la précédente. Les agriculteurs du Berry remarquent. Les commandes arrivent. En 1861, il franchit un palier que personne en France n'a encore franchi. Il construit une locomobile, une machine à vapeur portable, capable d'actionner une batteuse sans avoir besoin d'un manège à chevaux. La bête pèse plusieurs tonnes. Elle crache de la fumée noire. Elle fait un bruit d'enfer. Et elle accomplit en une journée ce qu'une équipe de 12 hommes met une semaine à faire. Les paysans ont peur d'elle, puis ils la veulent. 5 ans plus tard, en 1866, Gérard va plus loin. Il construit la première batteuse mobile de France, une machine montée sur roue qui peut se déplacer de ferme en ferme, de village en village. Avant elle, les batteuses étaient des fixes ou portatives, déplacées à dos d'homme. Désormais, c'est la machine qui vient au grain. L'Exposition universelle de Paris lui décerne le Grand Prix. La Légion d'honneur suit en 1867. En 1868, Célestin Gérard accumule 318 médailles et diplômes. Il est l'homme le plus décoré de son secteur en France. Mais il n'a pas d'héritier. Pas d'enfant capable de reprendre l'affaire. Et lui-même sent que l'entreprise a dépassé ce qu'un seul homme peut tenir. Les commandes débordent. Les ateliers sont trop petits. Il faut des capitaux, des associés, une structure. Tout ce que Célestin Gérard ne sait pas faire et ne veut pas apprendre. Le 28 mars 1879, il vend. L'acheteur s'appelle Lucien Arbel. Le prix n'a jamais été rendu public. Ce qui est rendu public, en revanche, c'est le nouveau nom de l'entreprise. Société française de matériel agricole, la SFMA. Quelques années plus tard, quand les productions se diversifient, un ion s'ajoute, industriel. La SFMAI est née. Célestin Gérard, lui, se retire dans la maison qu'il a fait construire entre 1867 et 1879, juste en face de la gare, à l'entrée de son ancienne usine. La façade est ornée de symboles, engrenages, gerbes de blé, outils de forge. Un homme qui grave sa vie dans la pierre parce qu'il sait qu'il ne la gravera nulle part ailleurs. Il mourra sans voir ce que son atelier deviendra.
Mais ce qu'il a planté dans le sol de Vierzon ce 15 octobre 1847, cette graine de fonte et de vapeur, allait pousser pendant un siècle encore, et nourrir des milliers d'hommes et de femmes qui n'avaient jamais entendu son nom. Sous Lucien Arbel, puis sous ceux qui lui succèdent, la SFMI ne se contente pas de grandir. Elle s'étend comme une marée. Les ateliers de Célestin Gérard occupaient quelques centaines de mètres carrés face à la gare. En quelques décennies, la société française rachète parcelle après parcelle, bâtiment après bâtiment, jusqu'à couvrir 7 hectares en plein centre de Vierzon. 7 hectares de fonte, d'acier, de charpente métallique et de verrières. Un monde à l'intérieur de la ville, avec ses propres rues intérieures, ses propres hiérarchies, ses propres codes. Les grandes halles de fabrication, rue Maxime Gorky, s'alignent selon un rythme ternaire. 3 halles hautes encadrant 2 groupes de halles plus basses, leurs pignons de fer et de briques colorées, tournés vers la cour comme des façades d'église. Une cathédrale de l'industrie, construite non pas pour Dieu, mais pour la machine. Et la machine, ici, c'est la locomobile. En 1883, la production atteint son apogée. 380 locomobiles sortent des ateliers en une seule année. 380 bêtes de fonte qui partent sur les routes de France, tirées par des chevaux, puis installées dans les cours de ferme pour actionner les batteuses. Chaque machine pèse plusieurs tonnes, chaque machine représente des centaines d'heures de travail, et chaque machine porte gravé dans le métal le même nom, Vierzon. Les chiffres de cette époque donnent le vertige. De 1848 à 1878, sous les ateliers Gérard, 2600 batteuses et 1800 locomobiles avaient quitté Vierzon. Ce n'était qu'un début. Sous la SFMI jusqu'en 1922, ce sont 30 000 batteuses et 28 000 locomobiles supplémentaires qui s'écoulent vers les campagnes françaises. En 1928 encore, l'usine produit 950 batteuses et 295 locomobiles dans la seule année. Des chiffres que les concurrents regardent avec un mélange d'admiration et de résignation. Car Vierzon ne fabrique pas seule, elle entraîne. Dans le sillage de la SFMI, d'autres entreprises s'installent, se développent, se disputent. Charles Brouot ouvre ses ateliers dès 1863. Louis-Henri Merlin, ancien employé de Gérard, claque la porte en 1879 avec une cinquantaine d'ouvriers et fonde sa propre société à 2 rues de là, presque en face de son ancien patron. La Vierzonnaise de construction arrive en 1900, Carroy-Giraudon en 1921. Une constellation d'entreprises gravite autour de la SFMI comme des planètes autour d'un soleil industriel. En 1900, les 4 principales maisons réunissent 1200 ouvriers. En 1922, elles en comptent 2000. Et cette année-là, 70% du matériel de battage à vapeur de toute la France sort de cette seule ville de province. 70%. Un chiffre qui n'a rien d'économique. C'est un chiffre politique. Vierzon n'est plus une ville qui fabrique des machines. Vierzon est la machine. Mais derrière les médailles et les statistiques, il y a les corps. En 1895, un ouvrier de la société française travaille 12 à 14 heures par jour, 6 jours sur 7, dans la chaleur des fours en été, dans le froid des halles en hiver. Les doigts pas noircis par la graisse, les oreilles abîmées par le fracas des marteaux, les poumons chargés de la fumée de charbon. Il n'existe pas encore de médecine du travail, pas de limitation légale du temps de labeur, pas d'inspection sérieuse des conditions de sécurité. L'empire de la vapeur repose autant sur la sueur de ses ouvriers que sur le génie de ses ingénieurs. Ces hommes-là ne laissent pas de traces dans les catalogues commerciaux. Leur nom ne figure sur aucun brevet, mais ce sont eux qui, chaque matin avant l'aube, allument les feux, chauffent les chaudières et maintiennent en vie le cœur de Vierzon. En 1922, quand les journaux célèbrent la domination française du machinisme agricole, personne ne leur demande leur avis. Personne ne leur demande non plus ce qu'ils ressentent, ce printemps-là, quand les premiers tracteurs à pétrole commencent à apparaître dans les champs. Des machines légères, rapides, silencieuses comparées aux mastodontes de fonte. Des machines qui n'ont pas besoin de charbon. Des machines qui viennent d'Allemagne, des États-Unis, et qui coûtent de moins en moins cher chaque année. La locomobile a régné pendant 60 ans sur les campagnes françaises. Elle ne le sait pas encore, mais son règne touche à sa fin.
En 1929, le monde s'effondre. Le krach de Wall Street n'épargne personne, pas même les champs de blé du Berry. Les commandes de batteuses chutent. Les entrepreneurs de battage, qui constituaient le cœur de la clientèle vierzonnaise, n'ont plus les moyens d'investir. Les stocks s'accumulent dans les halles. Les carnets de commandes se vident. Et pendant ce temps, depuis l'Allemagne, un concurrent silencieux achève de conquérir les fermes françaises. Le tracteur Lance Bulldog, monocylindre, semi-diesel, capable de tourner à l'huile de vidange, au pétrole brut, à presque n'importe quel carburant de récupération. Une machine brutale, économique, presque indestructible. Les paysans français l'adorent. À Vierzon, on regarde arriver les Lance comme on regarde monter une crue, en sachant que l'eau va venir, en espérant qu'elle ne montera pas trop haut. Elle monte. En 1931, la direction de la SFMEI se réunit. Le constat est sans appel. La locomobile à vapeur est morte. Le marché des batteuses s'effondre. Si l'usine ne change pas de cap dans les mois qui viennent, elle fermera. Ce n'est pas une projection pessimiste, c'est une arithmétique. Les chiffres ne mentent pas et les chiffres disent que Vierzon a deux options: se réinventer ou disparaître. La décision tombe en 1931. La SFMEI va fabriquer des tracteurs. Ce qui suit relève autant de l'exploit que du miracle industriel. En quelques mois, sans ressources abondantes, sans ingénieurs spécialisés en motorisation, avec des ateliers conçus pour la chaudronnerie lourde, les équipes techniques de Vierzon conçoivent deux prototypes. Les mauvaises langues diront plus tard que ces prototypes s'inspirent de très près du Lance allemand. La réalité est plus nuancée. On emprunte le principe du moteur semi-diesel monocylindre à boule chaude. Oui, mais on l'adapte, on le simplifie, on le durcit pour les conditions françaises. C'est de la nécessité transformée en ingénierie. En janvier 1934, les premiers tracteurs H1 quittent les ateliers de Vierzon. Ils sont étranges à regarder, massifs, posés sur des roues de en fer cerclées, avec ce grand volant latéral qu'il faut actionner à la main pour lancer le moteur. Le démarrage lui-même est un rituel. On chauffe la boule d'allumage au chalumeau jusqu'à incandescence rouge. On attend la température exacte, ni trop tôt ni trop tard. Puis on tourne le volant d'un geste sec et précis. Le moteur tousse, crache, hésite une seconde. Puis il part. Un battement lent, régulier, profond, comme un cœur de fonte. Poum, poum, poum. Un son que les agriculteurs du Berry apprendront à reconnaître à des centaines de mètres. Ce tracteur accepte tout ce qu'on lui donne à boire. Fuel oil, huile végétale, huile de vidange, alcool. En temps de disette, en temps de guerre, cette promiscuité de carburant sera sa plus grande qualité. On peut faire tourner un Vierzon avec ce qu'on trouve au fond d'un hangar. C'est un tracteur de pauvres, et c'est un compliment. Les ventes démarrent lentement, puis s'accélèrent. Les agriculteurs qui avaient regardé les Lance avec envie découvrent qu'il existe désormais une alternative française, fabriquée à 200 km de leur champ, réparée par des mécaniciens qui parlent leur langue. Les pièces de rechange arrivent vite. Le service après-vente existe vraiment. La confiance s'installe. La SFMEI avait choisi de vivre. Et pour l'instant, ce choix paye. Mais quelque chose a changé dans la nature même de l'entreprise. Quelque chose que personne ne formule encore clairement en 1934. La société française n'est plus un pionnier. Elle n'invente plus, elle adapte. Elle ne précède plus le marché. Elle le suit avec quelques années de retard, en espérant rattraper ce retard par la qualité d'exécution et la fidélité de sa clientèle. C'est une posture viable. Un temps. Mais dans l'industrie, celui qui suit finit toujours par perdre du terrain sur celui qui précède. Et en 1934, pendant que Vierzon fête ses premiers tracteurs, des ingénieurs à Détroit, à Coventry, à Mannheim, travaillent déjà sur la génération suivante. Vierzon vient de gagner 10 ans, peut-être 20, pas davantage. Le 22 juin 1940, la France signe l'armistice. Vierzon se retrouve en zone occupée. Les soldats allemands entrent dans la ville par la route nationale, passent devant la gare, longent les murs de la société française sans s'y arrêter. Pas encore. Les habitants regardent depuis leurs fenêtres. Personne ne dit rien. Il n'y a rien à dire. Dans les premiers mois, l'usine continue de tourner tant bien que mal. Les commandes civiles s'effondrent. Les agriculteurs n'achètent plus. Ils attendent, mais les ateliers restent ouverts.
Les ouvriers pointent, les machines tournent à régime réduit. Une inertie prudente, comme si maintenir le mouvement suffisait à maintenir l'illusion de la normalité. L'illusion ne dure pas. En 1941, les autorités d'occupation imposent leur loi à l'industrie française. La SFMA reçoit des directives. Elle doit produire pour l'occupant. Ce n'est pas une négociation, c'est un ordre. Refuser, c'est risquer la réquisition totale, la déportation des cadres, la fermeture forcée. L'entreprise s'exécute. Elle n'est pas la seule. Toute l'industrie française sous occupation vit la même contradiction. Produire pour survivre, survivre pour quoi faire. Ce que la SFMAI fabrique exactement pour les Allemands n'entre pas dans les catalogues officiels de l'époque. Ce qui est documenté, en revanche, c'est l'effondrement de la production. 434 tracteurs en 1941 contre des milliers espérés. 116 en 1943. Le creux absolu, non pas par sabotage organisé, bien que certains ouvriers, certainement, aient eu leur méthode silencieuse, mais par manque de matières premières. L'acier est rationné, le charbon est rationné, le cuivre est réquisitionné. Une usine sans matières premières, c'est une usine qui tousse. La même année, 1941, les trois grands fabricants vierzonais prennent une décision qui ressemble à une capitulation, mais qui est en réalité une stratégie de survie collective. La SFMAI, Merlin et Brouot signent entre eux une clause de non-concurrence et se partagent le marché restant. La SFMAI prend les batteuses, Merlin prend les ramasseuses, Brouot prend les presses. Chacun dans son couloir, chacun pour soi, mais tous debout. C'est une trêve entre naufragés. Pendant ce temps, à la direction de la SFMAI, un homme porte le poids de toutes ses décisions. Pierre Chevalier, fils d'Henri Chevalier, constructeur de wagons de luxe pour les familles royales d'Europe, fournisseur du tsar Nicolas II, Pierre avait fait l'école d'agronomie, prévu de partir exploiter 4000 hectares en Tunisie. Un destin tout tracé, loin des usines et de la fonte. Mais il était tombé amoureux, la fille d'un concurrent. Et le père avait posé sa condition. Si tu veux ma fille, tu reprends l'usine de Vierzon. Pierre Chevalier avait choisi la fille. Il avait repris l'usine. Et c'est lui, ce fils d'aristocrate industriel reconverti par amour, qui avait eu l'audace en 1934 de lancer la production de tracteurs quand tout le monde disait que c'était trop tard, trop risqué, trop cher. C'est lui qui avait sauvé la SFMAI une première fois. En 1944, la libération approche. Les Alliés avancent, les Allemands reculent. Et dans les villes françaises, avec la libération, vient aussi le temps des comptes. Des règlements, des accusations, des procès expéditifs et des exécutions sommaires que l'histoire appellera pudiquement l'épuration. Vierzon est libéré à l'été 1944. Pierre Chevalier est assassiné. On ne sait pas exactement qui a tiré. On ne saura jamais vraiment pourquoi. Les archives de l'épuration sont lacunaires. Les témoignages contradictoires, les motivations mêlées, vengeance personnelle, règlement de comptes politiques, accusations de collaboration ou simplement la violence aveugle qui accompagne toute libération trop longtemps attendue. Ce qui est certain, c'est que Pierre Chevalier, l'homme qui avait sauvé la SFMAI en 1934, qui avait maintenu l'usine debout pendant 4 ans d'occupation, qui avait choisi Vierzon par amour et y était resté par conviction, est mort dans sa ville à l'heure de sa délivrance. L'État agit vite. Le ministre de la Production industrielle nomme un administrateur provisoire, Vincent Berruet, homme de confiance issu du personnel même de la société. Berruet prend les rênes dans le chaos de l'après-guerre, tente de stabiliser les comptes, de relancer la production, de reconstituer les équipes décimées. C'est lui qui s'entend avec l'Arsenal de Roanne pour que le nouveau tracteur FV1 soit également fabriqué là-bas, déchargeant partiellement une usine de Vierzon, encore convalescente. Mais Berruet disparaît à son tour. Accident de voiture, 1 an après sa nomination. Un deuxième administrateur, Caillon, le remplace. Pendant ce temps, les propriétaires historiques de la SFMAI se battent. Ils n'acceptent pas la confiscation de leur entreprise. Ils estiment n'avoir pas collaboré volontairement, que l'occupation les a contraints, comme elle a contraint toute l'industrie française. Ils saisissent le Conseil d'État. La procédure est longue,
âpre, incertaine. 2 ans de silence juridique. Le 11 juillet 1947, le Conseil d'État leur donne raison. La SFMAI est rendue à ses propriétaires. L'État se retire. L'usine reprend son nom, reprend ses droits, reprend son destin. Mais le monde dans lequel elle revient n'est plus celui qu'elle a quitté en 1939. La France de 1947 a fin de machine. Le plan Marshall s'installe, l'argent américain irrigue l'économie européenne et l'agriculture française entre dans sa grande modernisation. Les paysans qui labourèrent encore à cheval en 1938 veulent désormais des tracteurs. Les coopératives agricoles passent des commandes massives. Les préfectures reçoivent des subventions pour mécaniser les campagnes. C'est une fenêtre d'opportunité extraordinaire. Et la SFMAI, malgré ses blessures, est encore debout pour en profiter. Les chiffres de production le confirment. 687 tracteurs en 1947, 1915 en 1948, 2452 en 1949. Une courbe qui ressemble à une résurrection. En 1948, l'usine fête son centenaire. 1500 ouvriers travaillent dans ses ateliers. 500 autres chez Merlin. 350 chez Brouhaut. La ville entière vit au rythme de la société française. Ses salaires, ses horaires, ses congés annuels tout juste arrachés aux conventions collectives. Le tracteur SFV, avec son logo bleu-blanc-rouge orné des tours de Vierzon, est devenu une icône nationale. Dans les champs de Normandie comme dans les vignes du Bordelais, on ne dit pas un tracteur, on dit un Vierzon. Mais sous les célébrations du centenaire, sous les discours et les banderoles, quelque chose gronde que personne ne veut encore entendre. La SFMAI sort de 10 ans de guerre, d'occupation et de procédures judiciaires avec des ateliers vieillissants, des machines-outils qui datent d'avant-guerre et des fonds propres insuffisants pour investir à la hauteur de ce que le marché va bientôt exiger. Elle a survécu. Elle n'a pas eu le temps de se moderniser. Et pendant que Vierzon célèbre, des usines à Coventry, à Détroit, à Mannheim sortent de terre, neuves, capitalisées, outillées pour la série et la vitesse. Le centenaire de 1948 ressemble à une victoire. Il ressemble aussi, avec le recul, à un sursis. Le printemps 1950 sent le renouveau. La France reconstruit. Les campagnes se mécanisent à un rythme que personne n'avait anticipé. Les crédits agricoles du plan Marshall coulent vers les coopératives, les fermes familiales, les CUMA qui se constituent dans chaque canton pour acheter collectivement ce que personne ne peut s'offrir seul. Et au centre de cette révolution silencieuse, le tracteur SFV occupe une place de choix. Robuste, réparable, français. Les concessionnaires ne savent plus où donner de la tête. Les délais de livraison s'allongent. Les listes d'attente s'étoffent. À Vierzon, on pourrait croire que l'heure est belle. Elle l'est, mais elle est brève, car pendant que la SFMAI écoule ses modèles à boules chaudes vers une clientèle encore conquise par la solidité à l'ancienne, quelque chose change dans les champs. Discrètement d'abord, puis de manière irrésistible. Les petits attracteurs arrivent. Le Ferguson TE20, un engin léger, gris, agile, doté d'un hydraulique révolutionnaire qui permet de relever et baisser les outils sans descendre du siège. Le Farmal américain. Le Renault D22, compact, abordable. Des machines pensées non pas pour les grandes exploitations céréalières du Nord, mais pour les fermes moyennes et petites qui constituent l'essentiel de l'agriculture française. Le tracteur SFV, lui, est grand, lourd, prévu pour tirer des batteuses imposantes, pour animer des équipements de fort tonnage. Il est le fils de la locomobile, puissant, endurant, conçu pour les durs labeurs. Mais la France de 1950 n'a plus seulement besoin de force brute. Elle a besoin de polyvalence, de maniabilité, de machines qui entrent dans des parcelles en pente, qui virent court, qui ne coûtent pas une fortune à l'entretien. Le Vierzon ne tourne pas court. Les ingénieurs de la SFMAI le savent. Ils travaillent. Le modèle 302, successeur du HV2, sort en 1950. Près de 9400 exemplaires seront construits en 7 ans, la carrière la plus longue de tous les SFE. C'est un bon tracteur. Un tracteur honnête, solide, apprécié de ceux qui l'utilisent. Mais il reste monocylindre, lent, encombrant. Et le monde va plus vite que lui.
En 1955, le classement des constructeurs de tracteurs en France tombe comme un verdict. La SFMAI occupe la 5e place. 5e. Avant la guerre, elle était première. En 10 ans, 4 concurrents l'ont dépassée, dont certains qui n'existaient pas encore quand Vierzon régnait sans partage. La direction réagit, peut-être trop tard, certainement sans les moyens nécessaires. En 1955, la SFMAI absorbe Brouhaha, son ancien concurrent, son ancien partenaire de survie sous l'occupation. L'absorption ressemble à une consolidation. Elle ressemble aussi à un homme qui saisit une bouée percée. Brouhaha est exsangue, ses ateliers vieillissants, sa clientèle réduite. Vierzon hérite d'une entreprise supplémentaire à gérer sans avoir les capitaux pour la redresser. Les ingénieurs accélèrent. En 1957 et 1958, 2 nouveaux modèles sortent en urgence. Le 303 et le 403, bicylindres cette fois, tentant de répondre aux critiques sur la puissance insuffisante des monocylindres. Mais les délais de développement ont été trop courts, les tests insuffisants, la mise en production précipitée. Les modèles déçoivent, les concessionnaires renvoient des retours négatifs. Les agriculteurs hésitent, comparent, choisissent ailleurs. Ce sont les derniers tracteurs que Vierzon conçoit seul. Car en coulisses, depuis 1957, une conversation a lieu que les ouvriers ne savent pas encore. Les dirigeants de la SFMAI ont pris contact avec une société américaine dont le nom est bien connu des professionnels du machinisme. Case, fondé à Racine dans le Wisconsin, constructeur de matériel agricole et industriel depuis 1842. Les Américains regardent l'Europe avec appétit. Le plan Marshall leur a ouvert des marchés, mais ils veulent des têtes de pont industriels sur le vieux continent. Des usines, des réseaux, des savoir-faire locaux qu'ils pourraient racheter et intégrer à leur empire. La SFMAI correspond exactement à ce qu'ils cherchent. Et la SFMAI, épuisée, sous-capitalisée, coincée entre des concurrents mieux financés et une clientèle qui s'impatiente, n'a plus beaucoup d'autres options. Les négociations avancent dans la discrétion. À l'usine, les machines tournent, les ouvriers pointent, les tracteurs sortent des chaînes. Personne ne dit rien. Peut-être que personne ne sait encore. Ou peut-être que tout le monde sent, sans pouvoir le formuler, que quelque chose se joue au-dessus d'eux, dans des bureaux feutrés, autour de tables où l'on parle en dollars, pas en francs. En 1958, l'accord est signé. Case entre au capital de la SFMAI. La société change de nom. Elle devient la Société française Case de matériel agricole et industriel, la SFCMAI. Un nom de transition, un nom hybride, un nom qui essaie de tenir ensemble 2 identités que tout oppose. Ces noms-là ne tiennent jamais longtemps. Le 30 juin 1959, la SFCMAI est placée en règlement judiciaire. Le 6 juillet, une nouvelle entité est constituée par assemblée, la compagnie de tracteurs. L'administrateur judiciaire ne prononce pas la liquidation. L'usine continue. Les murs tiennent, mais la française, celle qui avait porté Vierzon pendant 80 ans, n'existe plus. Elle ne le sait pas encore. Ou plutôt, elle ne veut pas encore le savoir. En 1960, Case devient actionnaire majoritaire. Ce n'est pas une fusion, ce n'est pas un partenariat. C'est une absorption lente, méthodique, conduite avec la précision froide d'une opération chirurgicale dont le patient ignore qu'il ne se réveillera pas tout à fait le même. Les Américains ne détruisent pas Vierzon du jour au lendemain. Ils n'en ont pas besoin. Ils ont le temps, ils ont les capitaux, et surtout ils ont une vision stratégique que la direction française n'a plus les moyens de contester. La première décision visible, les licenciements. Combien d'ouvriers perdent leur poste dans les mois qui suivent la prise de contrôle? Les archives ne donnent pas de chiffres précis. Ce que les témoignages des anciens salariés décrivent, c'est une saignée progressive. Pas un grand plan social annoncé en fanfare, mais des départs qui ne sont pas remplacés, des ateliers qui se vident par attrition, des chefs d'équipe qui apprennent un matin que leur section est supprimée. La méthode américaine, on ne licencie pas, on réorganise. Le résultat est le même. Les tracteurs SMV continuent d'être produits quelques années encore. Sous étiquette Case désormais, les derniers modèles portant les 2 noms comme une identité en cours d'effacement. Le Super 204, sorti fin 1951,
et le dernier vrai Vierzon monocylindre. Son capot en plastique, fragile, qui jaunit et se fissure avec les années, ressemble presque à une métaphore. Après lui, la lignée s'arrête. Cass n'a aucun intérêt à maintenir une gamme concurrente à ses propres tracteurs fabriqués aux États-Unis. En 1968, la décision tombe. Cass abandonne définitivement la production de tracteurs à Vierzon. L'usine se reconvertit dans le matériel de travaux publics. Le produit emblématique de cette nouvelle ère s'appelle le tractopelle, en anglais backhoe loader, mais les ouvriers viersonnais l'appellent simplement le Bacchus, francisation phonétique qui dit tout de la distance culturelle entre l'entreprise américaine et les hommes qui fabriquent ces machines. Le Bacchus est un engin efficace. Il creuse, il charge, il pivote. Il équipe les chantiers autoroutiers, les travaux municipaux, le boom immobilier des années 70. Il se vend bien. Il fait vivre l'usine. Pendant 30 ans, il fera vivre des familles entières à Vierzon. Comme le dira plus tard l'un des anciens, Jean-Pierre Dubourg, dans un entretien. Cass a fait vivre pendant 30 ans de nombreuses familles dans Vierzon. Mais le Bacchus n'est pas un Vierzon. Il n'a pas de logo aux couleurs de la France. Il ne porte pas les tours de la ville sur sa carrosserie. Il n'a pas de surnom affectueux que les paysans se transmettent de père en fils. C'est un produit. Un bon produit, mais un produit sans âme locale, sans histoire ancrée dans ce sol de Berry, sans ce lien invisible entre une machine et une terre qui avait fait la grandeur de la française. L'usine tourne, les ouvriers travaillent, les années passent, et à chaque passage de relais dans les directions successives de Cass, Vierzon pèse un peu moins dans la balance stratégique du groupe. Les sièges sociaux se déplacent, les restructurations se succèdent, les priorités changent. Vierzon reste rentable, suffisamment pour qu'on la garde, insuffisamment pour qu'on l'aime. C'est une position dangereuse, toujours. En 1994, Case annonce la fusion avec une autre société américaine. Les analystes regardent la carte des implantations européennes du groupe. Ils tracent des lignes, comparent des coûts, projettent des synergies. Sur leur carte, Vierzon est un point parmi d'autres. Pas le moins rentable, pas le plus stratégique. Il existe, à Crépy-en-Valois dans l'Oise, un autre site Cass, plus récent, mieux outillé, mieux positionné logistiquement. En mars 1994, Cass annonce la fermeture de Vierzon et le transfert de la production vers Crépy-en-Valois. La ville se lève, les ouvriers occupent les ateliers. Les syndicats appellent à la mobilisation. Le maire, les élus locaux, les associations, tout Vierzon descend dans la rue ou signe des pétitions. Des mois durant, la lutte est réelle, parfois tendue, toujours désespérée. Les médias régionaux couvrent, les politiques promettent. Des délégations montent à Paris. Rien ne change. Cass n'a pas besoin de Vierzon. Cass n'a jamais eu besoin de Vierzon. Elle avait besoin d'un accès au marché européen. Elle l'a eu, elle l'a utilisé, et maintenant, elle n'en a plus besoin. La logique du capital est aussi simple que ça. Elle n'est ni cruelle ni bienveillante. Elle est indifférente, ce qui est pire. Le 15 décembre 1995, la date est fixée. Ce sera le dernier jour. Vierzon, 15 décembre 1995. Le réveil sonne avant 6 heures, comme tous les matins. Comme depuis 20 ans, 30 ans, pour certains depuis l'enfance. Parce que leur père travaillait déjà là, et le père de leur père avant lui. La main se pose sur le réveil par réflexe. Dans le noir, avant même que la conscience ait eu le temps de se souvenir. Aujourd'hui est différent. La main le sait avant le cerveau. Dehors, le ciel de Berry est bas et gris, comme il l'est presque toujours en décembre. Il ne neige pas, il ne pleut pas. Il fait juste ce froid humide et pénétrant qui colle aux vêtements et aux os. Le froid de la Sologne. Celui qui n'a pas besoin de se faire remarquer pour vous atteindre. Les rues du centre-ville sont vides à cette heure. Les platanes ont perdu leurs feuilles depuis longtemps. Les vitrines des cafés sont encore fermées. Les ouvriers arrivent à pied, à vélo, en voiture. Par habitude, par dignité, parce qu'on ne manque pas son dernier jour de travail, même quand ce dernier jour n'a plus rien d'un jour de travail. Ils arrivent en silence pour la plupart. Quelques-uns échangent en quelques mots sur le parking, à voix basse, comme si parler fort risquait de rendre la chose plus réelle. Les visages sont fatigués. Pas de la fatigue du travail, de l'autre,
celle qui vient de lutter trop longtemps pour quelque chose qu'on savait déjà perdu. La mobilisation avait duré 21 mois. 21 mois de pétitions, de manifestations, de délégations à Paris, de promesses politiques reçues et oubliées, de nuits passées à débattre dans des salles des fêtes chauffées au minimum, de matins où l'on se levait encore en croyant ou en faisant semblant de croire qu'il restait une chance. Les ouvriers avaient occupé les ateliers. Ils avaient bloqué les livraisons. Ils avaient obtenu des audiences, des reports, des études de reprise qui n'avaient rien repris. Ils avaient fait ce que des hommes et des femmes font quand ils refusent de lâcher ce qui constitue le centre de leur vie. Keyes n'avait pas bougé. Ce matin, il n'y a plus rien à faire. Seulement venir. Seulement être là. Pour eux-mêmes. Pour ceux qui sont venus avant eux. Pour les murs qui ont absorbé 148 ans de bruit et de sueur. Les grandes halles de la rue Maxime Gorky sont éclairées une dernière fois par les tubes fluorescents qui ont toujours grésillé un peu au démarrage, par ce froid. Les outils sont à leur place, rangés, comme on range les choses qu'on ne reprendra plus. Personne n'a donné l'ordre de les ranger ainsi. C'est venu naturellement dans les dernières semaines, cette attention portée à l'ordre, à la propreté, à la tenue des lieux. Comme si laisser l'usine en bon état était la dernière chose qu'on pouvait faire pour elle. Certains regardent dans les machines sans les voir. D'autres les touchent, la paume posée sur la fonte froide d'un tour, d'une presse, d'une fraiseuse, comme on pose la main sur l'épaule d'un ami avant de lui dire au revoir. Il n'y a pas de discours. Personne n'a voulu de discours. À midi, quelqu'un a apporté du pain, du saucisson, une bouteille de vin rouge. On mange debout, dans l'atelier, comme on a toujours mangé. Vite, sans cérémonie, avec cette convivialité bruyante et pudique des hommes qui ne savent pas parler de ce qu'ils ressentent, mais savent partager ce qu'ils ont. Les blagues circulent, usées, connues de tous, répétées depuis des années. C'est une langue commune, une façon de tenir ensemble sans avoir à nommer ce qui se passe. L'après-midi commence. Les dernières formalités administratives ont lieu dans les bureaux du fond. Des papiers signés, des formulaires complétés, des tampons apposés sur des documents qui officialisent ce que tout le monde sait déjà. Le représentant de Case est passé en début de matinée. Il n'est pas resté longtemps. Il a serré quelques mains, dit quelques mots convenus, et il est reparti vers Crépy-en-Valois, ou vers Paris, ou vers nulle part, vers cet ailleurs abstrait où se prennent les décisions qui détruisent des villes sans jamais les voir. À 15 heures, les dernières machines s'arrêtent. Pas dans un grand fracas, pas dans une cérémonie. Elles s'arrêtent comme elles se seraient arrêtées n'importe quel autre soir de semaine. Progressivement, l'une après l'autre, le bruit qui décroît par paliers jusqu'au silence. Sauf qu'aujourd'hui, ce silence-là ne sera pas suivi par le bruit du lendemain matin. Les hommes restent debout dans ce silence nouveau. Certains ont les bras croisés. Certains regardent encore le sol. Un ou deux ont les yeux brillants. Pas de larmes, juste cette humidité qui vient quand on retient quelque chose depuis trop longtemps. À 16 heures, la cloche de l'usine sonne. Elle avait sonné chaque matin pour appeler les ouvriers. Elle avait sonné à midi pour annoncer la pause. Elle avait sonné le soir pour marquer la fin de la journée. Pendant 148 ans, son rythme avait réglé la vie de la ville comme une horloge publique. Les habitants de Vierzon réglaient leurs habitudes sur elle sans même s'en rendre compte. Les commerçants qui ouvraient leurs volets quand elle sonnait le matin, les enfants qui savaient qu'ils devaient rentrer quand elle sonnait le soir. Ce 15 décembre 1995, elle sonne une dernière fois. Le son se répand dans les rues vides du centre-ville. Il rebondit contre les façades de pierre, remonte vers la gare, traverse le canal de Berry immobile dans son lit d'hiver. Des habitants s'arrêtent sur les trottoirs. Des commerçants sortent sur le pas de leur porte. Quelqu'un, quelque part, baisse la tête. À 17 heures, les derniers ouvriers franchissent le portail. Ils ne se retournent pas tous mais certains le font. Une seconde, juste le temps de voir une dernière fois les pignons de briques et de fer des grandes halles, les verrières qui avaient laissé entrer la lumière centenaire sur les machines, la maison de Célestin Gérard toujours debout à l'entrée du site, sa façade chargée de symboles que personne ne déchiffre plus depuis longtemps. La porte en fer se ferme, le verrou tourne. Dehors, Vierzon continue d'exister, ses rues, ses habitants, ses cafés qui rouvriront demain matin. Mais quelque chose a changé dans sa constitution profonde, dans ce que la ville est faite d'eux,
dans ce qui lui donnait sa raison d'être au-delà des maisons et des commerces. Ce quelque chose ne reviendra pas. À 40 kilomètres de là, dans les champs de Berry que Célestin Gérard avait traversés en 1847, en voyant ce que personne d'autre ne voyait, un vieux tracteur vert tourne encore. Moteur monocylindre, volant latéral, le son lent et régulier de la fonte qui respire. Poum, poum, poum. Son propriétaire ne sait pas encore ce qui vient de se fermer à Vierzon. Il le saura demain, et il continuera à labourer quand même, parce que les champs n'attendent pas, et parce que la machine, elle, tient encore. Le lendemain matin, les cafés ont rouvert. C'est la première chose qui frappe dans les jours qui suivent la fermeture d'une usine, la continuité obstinée du quotidien. Les boulangeries font leur pain, les enfants vont à l'école, les voitures passent devant le portail fermé sans ralentir, parce qu'on ne ralentit pas devant ce qui n'existe plus, parce que la vie a cette brutalité douce de continuer quoi qu'il arrive. Mais Vierzon a changé, pas dans ses rues, dans sa densité, dans ce poids invisible que donne à une ville le fait de produire quelque chose, de transformer la matière, d'envoyer vers le monde des objets qui portent son nom. Ce poids-là a disparu le 15 décembre 1995, et son absence se fait sentir comme on sent l'absence d'un bruit auquel on était si habitué qu'on ne l'entendait plus, jusqu'au silence. Les 9 hectares du site de la Société française restent là, au centre de la ville, vides et immenses. Les grandes halles de la rue Maxime Gorky tiennent debout, leurs charpentes métalliques, leurs pignons de briques et de fer, leurs verrières qui laissent entrer une lumière grise et froide sur des sols désormais nus. La maison de Célestin Gérard est toujours à l'entrée du site, sa façade gravée de symboles qui n'appellent plus personne. Un site de 9 hectares en plein centre-ville, une plaie ouverte dans le tissu urbain, trop grande pour être ignorée, trop chargée d'histoire pour être rasée. La ville réagit vite, peut-être parce qu'elle n'a pas d'autre choix, peut-être parce que laisser ce vide se creuser davantage serait admettre une défaite que Vierzon n'est pas prête à admettre. Dans l'un des bâtiments de l'ancienne usine, la Maison des cultures professionnelles ouvre ses portes. Espace de formation, de reconversion, de transmission de savoir-faire pour des hommes et des femmes qui ont passé leur vie à fabriquer des machines et qui doivent maintenant apprendre à faire autre chose. Ce n'est pas une consolation, c'est un acte de survie collective, pragmatique, digne, sans pathos. Puis vient la reconnaissance patrimoniale. Les bâtiments de la Société française sont classés au titre des monuments historiques. La Grande Halle, la Maison Gérard, les ateliers thermiques de la fonderie et de la chaudronnerie, protégés, inventoriés, inscrits dans le registre de ce que la France décide de ne pas laisser disparaître. C'est une victoire ambiguë. On protège les murs de ce qu'on n'a pas su protéger en vie. Mais c'est mieux que le silence. C'est mieux que la démolition. Le musée de Vierzon s'installe dans l'ancien bâtiment industriel, entre la gare et le canal de Berry. Sur 1000 mètres carrés, 2 siècles d'histoire industrielle et cheminote se déploient. Porcelaine, verre, machinisme agricole, chemin de fer. Et au cœur de tout cela, les machines. Des locomobiles massives comme des locomotives miniatures, des batteuses aux courroies encore tendues, des tracteurs SFV dont le verre profond n'a pas perdu son éclat. Le musée reçoit le label Musée de France du ministère de la Culture. Il ne remplace pas ce qui a été perdu. Mais il nomme ce qui a existé, et nommer, c'est déjà résister à l'oubli. En 1994, l'année même où CASE annonçait la fermeture, des passionnés fondent l'association La Mémoire industrielle et agricole du pays de Vierzon. Une centaine d'adhérents, une quinzaine de bénévoles, 300 modèles de machines agricoles d'époque restaurées et entretenues. Chaque vendredi après-midi, les portes ouvrent. Les collectionneurs viennent de tout le centre-Val de Loire, parfois de plus loin. Ils parlent des modèles comme d'autres parlent de leurs enfants, avec cette précision affectueuse qui trahit une connaissance intime et ancienne. Et puis, il y a le paradoxe. Le paradoxe Vierzon, celui que personne n'aurait prédit en décembre 1995, quand le portail se fermait sur une ville qui semblait perdre son âme avec son usine. Le tracteur SFV, 30 ans après la fin de sa production, est devenu une icône de collection, une icône culturelle, une icône de cette France rurale du XXe siècle,
que les générations suivantes regardent avec une nostalgie qui n'a pas connu l'original. Aux Pays-Bas, lors d'un rassemblement de machines agricoles anciennes, des visiteurs demandent, en voyant les tracteurs verts, si c'est la machine qui a donné son nom à la ville. En Allemagne, en Belgique, en Espagne, les amateurs de machinisme ancien connaissent le nom de Vierzon mieux que celui de bien des villes françaises, plus grandes et plus célèbres. L'Empire a disparu. La légende, elle, a pris racine dans sa disparition même. C'est ainsi que fonctionnent les mythes industriels. Ils n'atteignent leur pleine puissance qu'une fois que la réalité qui les a produits n'existe plus. La locomobile de 1883, le tracteur Ashon de 1934, le 302 vert au phare rond, ils valent aujourd'hui bien plus que ce qu'ils valaient neufs. Pas en argent seulement, en sens, en appartenance à quelque chose de plus grand que leur fonction mécanique. Célestin Gérard avait gravé sa vie dans la pierre de sa façade parce qu'il savait qu'il ne la graverait nulle part ailleurs. Il avait tort. Il l'a gravée dans le métal de 100 000 machines qui labourent encore, dans des granges, dans des musées, dans des champs de rassemblement où des hommes aux mains noires de cambouis regardent tourner un moteur monocylindre avec la même attention qu'on porte à quelque chose de précieux et de fragile. Poum, 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 toujours vivant. Il existe dans l'histoire industrielle de la France des dizaines de Vierzon, des villes qui ont été pendant un siècle ou davantage synonymes d'un produit, d'un savoir-faire, d'une façon particulière de transformer la matière en quelque chose d'utile et de durable. Des villes dont le nom était gravé sur des machines, imprimé sur des catalogues, prononcé par des hommes qui n'y avaient jamais mis les pieds, mais qui faisaient confiance à ce nom comme on fait confiance à une signature. Vierzon n'est pas une exception. Elle est un modèle au sens le plus strict du terme, un cas particulier qui contient, dans ses détails, une vérité générale. La première leçon est la plus simple et la plus difficile à accepter. Un homme seul peut caissiner une époque. Célestin Gérard n'était pas un capitaliste, pas un visionnaire de salon, pas un homme de réseau et de relations. C'était un mécanicien doué qui avait regardé un champ de blé et s'était demandé comment réduire la peine de ceux qui le moissonnaient. De cette question simple, prosaïque, humble, orientée vers l'utilité, était née une industrie qui avait nourri des milliers de familles pendant un siècle et demi. La grandeur de Vierzon commence avec cette question. Pas avec un capital, pas avec un plan stratégique, avec une question posée devant un champ. Mais ce que Gérard avait bâti, aucun homme seul ne pouvait le garder. C'est la deuxième leçon, celle que la SFMAI a apprise à ses dépens, lentement, douloureusement, sur plusieurs décennies. Une entreprise qui se modernise en suivant le marché plutôt qu'en le précédant finit toujours par accumuler du retard. La société française avait survécu à la fin de la locomobile en 1934 en copiant le principe du Lanz. Courageusement, habilement, mais en copiant. Elle avait survécu à l'occupation en s'adaptant. Stoïquement, intelligemment, mais en s'adaptant. À chaque crise, elle avait réagi juste, jamais tout à fait anticipé. Et dans l'industrie, la différence entre réagir et anticiper se mesure en parts de marché perdues, en modèles en retard d'une génération, en capitaux qui manquent au moment précis où ils auraient tout changé. Ce n'est pas une faute morale, c'est une tragédie structurelle. La troisième leçon est la plus amère et la plus universelle. Le capital n'a pas de patrie. Cette phrase sonne comme un slogan. Elle est en réalité une description exacte de ce qui s'est passé à Vierzon entre 1958 et 1995. Keyes était une entreprise américaine respectable, bien gérée, rationnellement conduite. Elle est entrée dans la SFMI parce que c'était dans son intérêt. Elle a maintenu l'usine ouverte pendant 30 ans parce que c'était dans son intérêt. Elle l'a fermée parce que ce n'était plus dans son intérêt. À aucun moment elle n'a menti. À aucun moment elle n'a prétendu que Vierzon comptait pour autre chose que ce qu'elle comptait dans ses tableaux de rentabilité. La trahison n'est pas dans la fermeture de décembre 1995. Elle est dans l'illusion, entretenue des deux côtés, qu'une transaction financière pouvait tenir lieu de destin commun. Les villes qui confient leur avenir à une seule entreprise confient leur avenir à une seule décision de conseil d'administration. C'est peu, c'est fragile. C'est ce qui s'est passé à Vierzon et dans des centaines de villes européennes
qui portent d'autres noms mais la même cicatrice. Pourtant, il reste quelque chose à Vierzon que les tableaux de rentabilité ne peuvent pas calculer et que les décisions de conseil d'administration ne peuvent pas emporter. Il reste les murs, classés, protégés, habités par un musée qui accueille des écoliers et des passionnés. Il reste l'association des amateurs de machinisme, les 300 machines d'époque, restaurées à la main par des hommes qui n'ont jamais travaillé à la société française, mais qui en ont hérité la fierté par transmission silencieuse. Il reste, dans des granges à travers toute la France, et au-delà, des tracteurs verts aux phares ronds dont le moteur tourne encore, dont le son lent et régulier traverse les matins de Berry comme il les traversait en 1950. Et il reste le nom, Vierzon, prononcé à Groningen, à Munich, à Barcelone, par des collectionneurs qui savent exactement ce qu'il signifie. Inscrit sur des logos bleu-blanc-rouge que des petites filles d'agriculteurs portent encore sur des casquettes et des blousons. Associé, dans la mémoire collective de la ruralité française du XXe siècle, à une idée précise, celle d'une machine faite pour durer, conçue pour les rudes, pensée pour accepter l'imperfection des conditions réelles, plutôt qu'exiger la perfection des conditions idéales. Un tracteur qui tourne à l'huile de vidange. Un tracteur de pauvres. Et c'est un compliment. Célestin Gérard avait ouvert son atelier le 15 octobre 1847 avec 2 caisses d'outils et une question devant un champ. 148 ans plus tard, la porte s'est fermée. Mais la question, elle, est toujours posée, dans chaque grange où un moteur monocylindre refuse de mourir, dans chaque musée où un enfant s'arrête devant une locomobile et demande à quoi ça sert, dans chaque ville qui cherche encore comment transformer ce qu'elle a sous les pieds en quelque chose qui durera plus longtemps qu'une décision de conseil d'administration. Poum, poum, poum. La fonte respire encore.